Bonsoir, dernier journal de la saison sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce jeudi 16 juillet. Elle a choisi les Yvelines pour l'un de ses premiers déplacements officiels. L'ex-députée Nadia Haidt est à Mantes-la-Ville à la mi-journée. La ministre déléguée à la ville est venue échanger avec les élus et associations locales dans cette commune qui recense 2 quartiers prioritaires. Ce n'est pas un, mais 3 déplacements qu'a effectué aujourd'hui Valérie Pécresse sur le territoire. Cela a débuté ce matin à l'usine Renault de Flins-sur-Seine, concernée par un plan de restructuration. La présidente de la région a insisté sur la nécessité de maintenir une production automobile sur place. Et puis le département des Yvelines a programmé 54 chantiers cet été sur son réseau routier. Zoom sur les plus emblématiques à la fin de cette édition. La ministre déléguée à la ville, Nadia Haidt, s'est donc rendue aujourd'hui à Mantes-la-Ville. Dans cette commune qui compte 2 quartiers prioritaires de la politique de la ville, elle a rencontré les associations Marilène Pichino et Patrick Jacques de Dixmude. Un tour de table des associations avec la nouvelle ministre de la Ville, Nadia Haidt. Pour l'un de ses premiers déplacements dans le cadre de sa mission de politique de la ville, l'ancienne députée yvelinoise n'a pas choisi Mantes-la-Ville au hasard. La commune était sous la mandature du Rassemblement national jusqu'au 28 juin dernier, où le candidat sans étiquette mais soutenu par l'Union de la droite, Sami Damerji, a été élu. L'enjeu qui va être aujourd'hui pour la nouvelle équipe municipale, c'est justement de rétablir la cohésion sociale, c'est de ramener la République. Parce que quand on décide de retirer des financements du milieu associatif, c'est quelque part la République qui se retire. La ministre entend réinscrire Mantes-la-Ville dans les dispositifs mis en place à l'échelle gouvernementale. Durant 6 ans, les associations disent s'être senties abandonnées. Elles attendent désormais un soutien de la part de la nouvelle municipalité, mais aussi de l'État. On avait besoin vraiment de cet appui structurel, maintenant aussi d'un appui logistique, c'est-à-dire d'une aide, d'un accompagnement qui va permettre à nos associations, parce qu'on est plusieurs associations, à pouvoir mettre en place les projets pour la commune et pour les habitants. De son côté, le maire Sami Damerji a souhaité montrer l'état de l'un des gymnases qu'il estime délabré car non entretenu par la municipalité précédente. Cette visite était l'occasion de dresser un bilan pour pouvoir aller de l'avant et entamer la première étape du programme pour lequel il a été élu, la cohésion sociale et la réconciliation des générations et des quartiers. Beaucoup d'attentes, mais également beaucoup d'espoir. Et on a eu une oreille attentive de la part de l'État, donc au travers de Madame la ministre, avec laquelle donc, on va pouvoir nouer un dialogue qui n'a jamais existé pendant 6 ans en tout cas. Mantes-la-Ville est inscrite dans le dispositif quartier d'été du ministère de la Cohésion des Territoires pour renforcer les activités dans les quartiers prioritaires et compte lancer la mise en place de centres de vie sociaux dès la rentrée pour une effectivité en janvier 2021. Triple déplacement dans les Yvelines pour la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse s'est rendue ce matin à l'usine Renault de Flins-sur-Seine. Une visite sur le site qui produit les véhicules de l'alliance Renault-Nissan. Elle a aussi rencontré sur place la direction et les partenaires sociaux. Au cœur des échanges, le plan d'économie de 2 milliards d'euros du groupe Renault avec la transformation de l'activité du site et les précisions de Nicolas Dandry. La région Île-de-France au soutien de l'usine Renault de Flins. Lors de sa visite, la présidente Valérie Pécresse est venue rappeler sa volonté de maintenir la production de véhicules sur ce site industriel. Une position contraire aux annonces de la direction du groupe. La transformation de l'activité de l'usine de Flins consacrée dans un plan d'économie global de 2 milliards d'euros. La direction de Renault a un projet, elle a un projet basé sur l'économie circulaire qui est un projet très intéressant, mais qui doit se conjuguer avec la volonté de tous les élus du territoire de continuer de produire des voitures ici à Flins. Alors la région va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre l'État qu'il ne faut pas désindustrialiser la vallée de la Seine. Actuellement, la Nissan Micra et le véhicule électrique Zoé sortent chaque jour des lignes de production de l'usine. Créé en 1952, l'établissement emploie près de 2600 personnes. La région souhaite participer à sa compétitivité et à son attractivité. La région pourrait intervenir pour rénover complètement la centrale thermique du site qui est vétuste et qui pourrait se transformer en une belle centrale de production d'énergie, peut-être même pour le territoire. Durant cette visite, Valérie Pécresse a rencontré les partenaires sociaux des syndicats engagés actuellement dans des négociations avec la direction du groupe. Madame Pécresse, on la sent très investie. C'est une personne qui veut vraiment faire bouger les choses et qui veut vraiment préserver l'emploi et la région. Le maintien de la production de véhicules, notamment du véhicule électrique, véhicule propre, qui est quand même un des véhicules les plus vendus sur la région parisienne. L'État, la région, les pouvoirs publics drainent des milliards d'argent public dans les poches de Renault et Renault annonce la fermeture
de sites, la suppression de postes, l'arrêt de fabrication de voitures à flingue, etc. Une nouvelle réunion entre les partenaires sociaux et la direction du groupe est prévue courant septembre pour faire un point sur la restructuration. Valérie Pécresse qui a poursuivi aujourd'hui son déplacement à Thoiry. La présidente de la région est venue présenter à cette occasion le fonds Résilience, lancé le 10 juin dernier par l'Île-de-France. Une avance financière remboursable à taux zéro et sans garantie destinée aux entreprises franciliennes de 0 à 20 salariés. Et les montants peuvent aller de 3 000 à 100 000 euros en fonction de la taille et des besoins des structures. L'objectif, lutter contre la crise économique, conséquence du confinement. On écoute à nouveau Valérie Pécresse au micro de Mickaël Elmidoro. C'est pour les artisans, c'est pour les commerçants, c'est pour les indépendants, ce sera évidemment très largement pour les restaurants, le tourisme, la culture, le BTP. C'est aussi pour les startups très fragiles qui n'avaient pas de capitaux propres avant la crise et ça permet de se relever. Et on reparlera tout à l'heure des entreprises. On ira prendre le pouls au Ski Cube, l'incubateur des startups de Saint-Quentin en Yvelines. Dans l'actualité politique également, ce recours d'annulation du scrutin déposé par Nelly Dutu à La Verrière. L'ex-maire communiste a perdu son fauteuil le 28 juin dernier, devancé de 58 voix par Nicolas Dainville, devenu premier magistrat de la commune. Celle qui siège désormais dans l'opposition invoque le respect des droits et de la démocratie, dénonçant des mensonges et attaques subies pendant la campagne. Et le dossier est désormais entre les mains du tribunal administratif de Versailles. La Verrière qui fait partie de la 11e circonscription des Yvelines, c'est là justement qu'une élection législative partielle doit se tenir à l'automne, suite logique de la démission de la députée des Yvelines Nadia Hay. Ils étaient deux à se porter candidats pour représenter la droite au scrutin. C'est finalement Philippe Benassaya qui a été désigné par la Fédération Les Républicains des Yvelines. Othman Nasrou, récemment désigné premier vice-président de la région Île-de-France, sera son suppléant. Marie-Lénia Picheneau retrace le parcours du candidat qui est actuellement maire de Bois d'Arcy. Arrivé dans la ville de Bois d'Arcy en 2008 où il échoue aux élections municipales et se retrouve dans l'opposition, Philippe Benassaya se représente en 2014 avec une liste de rassemblement UMP et UDI. Il mène une campagne avec une forte opposition au projet immobilier du centre-ville défendu par le maire sortant. Monsieur Benassaya est élu maire de Bois d'Arcy avec 26 voix. Il crée alors la surprise en faisant basculer la ville à droite. Le maire PS sortant Claude Villiers y était élu depuis 19 ans. En 2015, il transforme l'essai avec les départementales. En binôme avec Sonia Brault, actuelle maire de Saint-Cyr-l'École, il remporte le canton ancré à gauche depuis 1997 et participe au grand chelem de la droite à ces élections. C'est une confirmation, c'est une consolidation de nos résultats dans nos villes. C'est un encouragement, un espoir du travail qu'on a fait depuis un an. Au département, il est notamment président d'Ingénierie, l'organisme qui aide les petites communes dans l'élaboration de projets. En 2020, il a été réélu maire de Bois d'Arcy dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Ça fait quand même une assise importante. On est obligé de se poser la question quand il y a une législative partielle, surtout quand on fait ces résultats-là dans une ville et dans un canton. On se dit qu'on est peut-être le plus habilité pour y aller. Et puis j'ai été conforté surtout par l'appui que j'ai reçu d'à peu près les parlementaires, tous les parlementaires de ma famille politique des Yvelines, Gérard Larcher bien sûr, Pierre Bédier, Valérie Pécresse, Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin. Avec Othman Nasrou comme suppléant, il entend représenter la force du travail d'un élu proche du terrain. Dans les crises successives que la France vient de subir, crise sociale, crise économique, crise sanitaire, la réponse quand même est venue très souvent des collectivités, pas du haut, mais elle est venue d'en bas. Et nous représentons, lui et moi, cette France de terrain, cette France des territoires, cette France des collectivités. Pour l'heure, il est le seul candidat déclaré pour ces législatives partielles. Nadia est désormais ministre, a assuré qu'il y aurait une candidature de la République en marche. Quant à la gauche, Ali Rabé, nouveau maire de Trappes, souhaite convaincre Benoît Hamon de faire son retour. Il est le nouveau président de l'agglomération Rambouillet Territoire. Thomas Gourland a été élu hier mercredi lors du conseil d'installation de la collectivité. L'actuel premier adjoint de la commune de Rambouillet a recueilli 47 voix sur 65. L'écologiste David Jutier lui a récolté 12 bulletins. Thomas Gourland succède à Marc Robert, également ancien maire de Rambouillet, qui s'est retiré pour raison de santé. Il occupait sous la précédente mandature le poste de premier vice-président en charge des finances et de la prospective territoriale.
Le point à présent sur l'épidémie de coronavirus dans les Yvelines. La crise sanitaire toujours présente dans le département où les derniers chiffres sont à la hausse. Hier mercredi, 7 hospitalisations supplémentaires ont été comptabilisées en 24 heures. 344 patients sont hospitalisés en raison de la Covid-19. 20 sont toujours en réanimation. Dans les hôpitaux, l'épidémie a fait 523 victimes, soit 2 décès supplémentaires en 24 heures. Et depuis le début de la crise sanitaire, 2234 personnes ont été guéries du coronavirus après un passage à l'hôpital. Vous le savez, l'un des moyens efficaces de lutter contre la propagation du virus, c'est d'identifier les cas par le biais de dépistage. Depuis samedi dernier, un arrêté publié au journal officiel donne la possibilité aux pharmaciens de réaliser des tests sérologiques rapides en officine. Et on en parle avec Romain Soquet. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes pharmacien à l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que déjà cette possibilité, le fait de pouvoir se faire dépister directement en pharmacie, c'était quelque chose qui était réclamé par les clients lorsqu'ils venaient dans votre officine à l'espace Saint-Quentin? C'était réclamé par les clients et c'était également réclamé depuis un moment par la profession. Alors on a fait on s'est battu pour avoir le droit d'effectuer ces tests de dépistage sérologique. Donc écoutez, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et pourquoi c'était demandé de votre part, de la part des pharmaciens? Parce que c'est encore plus important pendant le confinement. On est un espace de santé qui est resté ouvert, qui est librement accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de rendez-vous, on n'a pas besoin de vous avez une pharmacie à tous les coins de rue. Donc les pharmacies, nous pensons nous sommes les plus à même de réaliser rapidement ce genre de test de dépistage. Les personnes rentrent, il y a un va-et-vient important dans les pharmacies, donc c'est un lieu qui est propice à ces tests. Alors la possibilité est donnée depuis samedi, je le disais, grâce à un arrêté publié au journal officiel. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, il est déjà possible dans votre officine de se faire dépister sérologiquement? Oui, on a anticipé les commandes depuis un mois déjà. Donc on a les tests qui sont disponibles, on a nos équipes qui sont formées dans des conditions sanitaires qui sont propices à cette démarche. Donc top départ depuis 2 jours, donc on est prêt, on a déjà commencé à effectuer nos premiers tests ce jour. Et comment ça se passe concrètement? Comment se déroulent ces tests? Alors le test, encore une fois, c'est un test sérologique, c'est-à-dire qu'on détecte la présence d'anticorps au niveau sanguin. C'est pas un test, le test PCR dont on a également entendu parler, qui détecte la présence du virus dans le sang. Là, nous, on détecte la présence de la réponse immunitaire de l'organisme à l'infection par le virus. Donc ça apparaît, en gros, les anticorps apparaissent une semaine après l'apparition des symptômes. Le test dure une dizaine de minutes. C'est une petite goutte de sang qu'on prélève au bout du doigt, comme pour le test du diabète, prise de glycémie capillaire. Et du coup, en 10 minutes, on a les résultats. Donc, ça veut dire pour résultats... Oui. Allez-y. Positif, évidemment, nécessite la confirmation de cette positivité dans un laboratoire d'analyse médicale. J'allais vous poser la question, du coup, si le test est positif, vous orientez les patients, les clients vers ces laboratoires, c'est ça? Bien sûr. Alors, s'il est positif, évidemment, il y a toutes les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination de l'entourage et des proches. Les gestes barrières, on les rappelle plus. Donc notre rôle, nous, n'est pas de nous substituer à d'autres professionnels de santé, médecins et laboratoires, mais c'est de participer à cette politique de dépistage qui est essentielle pour vaincre cette épidémie. Alors, pour être tout à fait précis pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça veut dire, on l'a compris, ce test va dire si on a pu avoir le virus dans un passé récent, mais ne va pas dire si on l'a à l'instant T. Non, ça peut déterminer si on a été en contact avec le virus et qu'on a développé une réponse immunitaire à ce virus. Donc le contact a pu être symptomatique ou asymptomatique, mais nous permet de déterminer si la personne a été en contact avec le virus.
On a compris avec des tests supplémentaires. Si ce premier test est positif, est-ce que c'est efficace, ce test sérologique que l'on peut faire en pharmacie? Est-ce qu'ils sont plutôt fidèles à la réalité? Oui, c'est fiable. Après, évidemment, il y a des faux négatifs et des faux positifs. Donc il faut être vigilant et on met en garde tous les patients sur ces éléments. Le coût du test, on est aux alentours de 15-20 euros? Oui, c'est ça, c'est 15 euros le test. Et qui est non remboursé pour le moment par l'assurance maladie? Pour l'instant, n'est pas remboursé. Et donc ça prouve, on le disait tout à l'heure avec vous, Romain Soquet, que l'actualité montre votre rôle clé aussi dans cette épidémie, le rôle des pharmaciens. Est-ce que depuis le début du confinement, ça a été une mobilisation, on peut dire, de tous les instants pour les pharmaciens? Oui, c'était une période compliquée avec des soubresauts de l'actualité. On a entendu parler des masques, des gels. Donc on a dû adapter notre exercice à cette actualité et avoir un rôle de pédagogie important pour répondre aux besoins de la population, leurs questionnements et à leur inquiétude. Également aussi on était revenu dessus, on a dû changer notre manière de fonctionner, à faire beaucoup plus de livraisons que par le passé. Et donc du coup, c'était une période qui était costaud à gérer, ouais. On peut dire. Voilà pour cette mesure qui en complète d'autres. On a appris par exemple aujourd'hui que le port du masque serait obligatoire dans les lieux publics clos, et ce dès la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous, Romain Soquet. Et je rappelle que vous êtes pharmacien à l'Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. C'est un univers à qui pourrait profiter la crise sanitaire. Selon une étude réalisée par l'incubateur Station F, plus de 92% des jeunes entreprises ont été impactées par la crise. Mais le recours massif au numérique en a aidé aussi de nombreuses. À Saint-Quentin en Yvelines, le Ski Cube accompagne actuellement une vingtaine de structures dont le bilan n'est pas si négatif. On voit ça avec Mélanie Poquet et Hugo Kitson. L'année 2020 avait plutôt bien commencé pour Pascal Goupillot. Le 1er janvier, il lance sa société incubée au Ski Cube, une plateforme de recommandation pour les artisans du BTP prévue pour le mois d'octobre. On avait prévu de le lancer début septembre. Donc avec le Covid, on a pris un peu de retard dans les développements. On a pris un peu de retard aussi pour rencontrer les clients qui n'étaient pas très visibles sur cette période-là, qui avaient d'autres choses à penser. Pascal Goupillot envisage de faire appel au fonds Résilience pour poursuivre son développement. Un prêt dont a bénéficié cette plateforme d'accès aux services de maintien à domicile. Cette start-up a connu pendant le Covid des factures de clients impayées. Heureusement que ces aides étaient là parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu continuer justement ce travail qu'on a poursuivi, on n'aurait pas pu continuer de payer nos fournisseurs, on aurait ralenti l'activité. Donc on a eu recours notamment au PGE, au prêt garanti par l'État. Le Ski Cube accueille actuellement une vingtaine de start-up. Si l'établissement saint-quentinois note leur bonne santé, il a continué à les accompagner pendant le confinement. L'ensemble des start-up a dû regagner domicile et nous avons évidemment gardé contact avec elles, mais que ce soit de contact avec les start-up évidemment que nous incubons à Ski Cube, mais aussi avec tous les porteurs de projets. L'agglomération a mis en place un plan de relance et mobilisé évidemment ses propres fonds pour accompagner de manière complémentaire des entreprises qui par ailleurs n'auraient pas pu forcément bénéficier des fonds mis en place. Un plan de relance de 2 millions d'euros, le Ski Cube n'est pour le moment pas totalement déconfiné. Les projets se préparent sur rendez-vous. Comme chaque été, le département des Yvelines profite des vacances pour intensifier l'entretien de son réseau routier. 54 chantiers sont ainsi programmés sur l'ensemble du territoire. Présentation des plus emblématiques avec Aurélie Ronze et Mathilde Demy. Routes coupées ou encore déviations, tout au long de cet été, il va falloir vous habituer à ces panneaux dans les Yvelines. Comme chaque année, d'importants travaux de sécurisation et de modernisation du réseau vont être effectués dans 52 communes, une période qui n'est pas choisie au hasard. On peut espérer, et là en ce moment c'est le cas, que la météo facilite l'organisation de ces chantiers et on le fait aussi à une période où le flot de circulation est moins dense. Donc on pénalise moins.
Au total, 54 chantiers de différents types sont répartis sur tout le territoire. Rénovation d'un ouvrage franchissant la Seine à Gargenville, le pont sera coupé à la circulation jusqu'à la fin du mois d'août. À Plaisir, les travaux se poursuivent sur la passerelle au-dessus de la RD 30, au niveau du bois de la Crâne. Autre chantier emblématique de cet été, le giratoire de l'Abreuvoir à Marly-le-Roi. On a un rond-point sur lequel on doit résoudre à la fois le problème de la sécurité, de la résistance de la chaussée, parce que les véhicules d'aujourd'hui, ce n'est pas les carrosses d'antan, et en même temps de faire que ce soit joli, en tous les cas que l'on respecte cette insertion dans le site. Dans les Yvelines, l'enveloppe allouée à l'année pour les travaux sur le réseau routier est d'environ 12 millions d'euros. 70% de ce budget est consommé durant la saison estivale. Pas de rapport direct avec ces travaux, mais la circulation sera difficile demain vendredi en Ile-de-France, à la veille du 3e week-end des vacances d'été. Ça risque de boucher dans la région. Bison Futé voit orange demain vendredi dans le sens des départs. Il est recommandé de traverser ou de quitter l'Île-de-France avant 14h. Samedi, la couleur passe au rouge. Le ministère des Transports recommande de quitter les grandes métropoles avant 9h du matin. Dans le sens des retours, en revanche, tous les feux sont au vert dans la région et ce pendant tout le week-end. C'est la fin de ce dernier journal de la saison. Votre édition quotidienne d'information reviendra à la rentrée, mais d'ici là, pas de panique. TV78 vous accompagne durant tout l'été. Dès la semaine prochaine, émission du mode d'emploi et du 7-8 Europe. L'équipe sera aussi sur le pont pour continuer de vous relayer l'actualité locale par le biais de reportages quotidiens. Ces reportages seront à visionner directement sur la chaîne toute la journée ou sur nos réseaux sociaux, notre application mobile et notre site internet. J'ai été très heureux de vous présenter ces plus de 150 éditions cette saison, une année forcément particulière avec cette crise sanitaire du coronavirus pendant laquelle la rédaction est restée pleinement mobilisée. Un grand merci à toute l'équipe de TV78, journalistes comme monteurs, infographistes, webmasters et community managers, avec un clin d'œil particulier à Aurélie, Manon, Marilène, Mathilde et Jules qui quittent l'aventure à laquelle ils ont grandement contribué. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Portez-vous bien, prudence encore et très bel été sur TV78.